Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Diane Rwigara a annoncé ce mercredi 3 mai sa candidature à la présidentielle au Rwanda. Fille de l'ancien financier du Front patriotique rwandais, Atina Paul Rwigara, elle fera face au président sortant Paul Kagame ainsi que deux autres opposants. 350 000 barils par jour, c'est ce qu'espèrent atteindre les autorités congolaises en 2018 en production pétrolière, une hausse tributaire du champ pétrolier Mont au Nord au large des côtes de Pointe-Noire. Et les journalistes sénégalais étaient dans les rues de Dakar, la capitale, le 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ils réclament de meilleures conditions de travail et le vote de la loi sur la liberté de la presse. Mais tout d'abord, ce probable espoir sur le retour de la paix au Soudan du Sud. Un premier accord de cessation des hostilités dans l'état de Yei, dans le sud-est, a été conclu mardi 2 mai sous l'égide de la puissante église évangélique. Cet accord entre les forces gouvernementales et une faction de l'opposition va au moins permettre le retour de l'aide humanitaire. Elle est la 4e candidate déclarée à l'élection présidentielle d'août 2017 au Rwanda. Diane Rwigara, fille de l'homme d'affaires et ancien financier du Front patriotique rwandais Atina Paul Rwigara. Elle se présente en tant qu'indépendante et face à elle, le président sortant Paul Kagame et deux autres opposants. Sharon Kamara. C'est une candidature inattendue qui vient d'être dévoilée. Diane Rwigara, la fille de l'homme d'affaires et ancien financier du Front patriotique rwandais, Atina Paul Rwigara, a annoncé sa candidature à la présidence du Rwanda. Elle devient la 3e candidate indépendante et surtout la première femme à se présenter face à Paul Kagame lors du scrutin du 4 août 2017. Dans une société où on n'a pas le droit de critiquer, je suis la personne qui parle des problèmes, des vrais problèmes qui sont dans notre pays. En tant que Rwandais, on devrait avoir le droit d'exprimer nos opinions. Élu en 2003, puis réélu en 2010 avec plus de 90% des voix, Paul Kagame avait annoncé au début de l'année qu'il se représenterait pour un 3e mandat de 7 ans. Depuis son annonce, 3 autres candidats ont fait part de leur volonté d'accéder également à la magistrature suprême. Le journaliste de retour d'exil Philippe Mpayimana, le président du seul parti d'opposition, le Parti démocratique vert, Franck Habineza, et Diane Rwigara depuis ce 3 avril. Une femme relativement jeune en politique, qu'est-ce que ça signifie pour le Rwanda? Ça serait différent si c'était un autre nom. Mais je veux dire, c'est un nom de Rwigara. En quoi est-ce que le passé de son père pourrait éventuellement influencer la perception que les Rwandais auront d'elle? Âgée de 35 ans, la femme d'affaires Diane Rwigara entend combattre la pauvreté, l'injustice et défendre la liberté d'expression des Rwandais. Alors que son père a longtemps financé le FPR, notamment dans les années 90, Diane Rwigara se place en totale opposition avec les méthodes du parti. En 2015, la candidate avait pris ses distances du Front patriotique rwandais suite au décès de son père dans un accident de voiture selon la police. Une version qu'elle a toujours contestée. 4e producteur de pétrole en Afrique, la République du Congo souhaite augmenter sa production de 232 000 barils par jour en 2016. Et les autorités espèrent atteindre plus de 350 000 barils en 2018. Et cela grâce au champ pétrolier Mont au Nord, le plus important projet jamais réalisé dans le pays. Précision Kalsomba. Après avoir enregistré une production pétrolière estimée à 332 000 barils par jour en 2016, l'État congolais table sur une production journalière avoisinant les 350 000 barils en 2018. Cette hausse prévisionnelle est tributaire de la mise en production du champ pétrolier Mont au Nord en mars 2017 au large des côtes de Pointe-Noire. À terme, ce gisement en offshore profond devrait produire environ 100 000 barils par jour. C'est l'un des plus grands champs pétroliers de notre pays, qui a été mis en exploitation il n'y a pas longtemps, en 2016, par la compagnie Total. Et c'est grâce à ce nouveau gisement que la production pétrolière va passer de 282 000 en 2017 à 350 000 barils du jour en 2018. Ce nouveau champ a été comme un facteur qui est venu atténuer l'impact négatif de la baisse du prix du pétrole sur le marché mondial.
La République du Congo est le 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. Le secteur des hydrocarbures génère 80% des recettes de l'État. Selon le ministère congolais des hydrocarbures, en 25 ans, les réserves pétrolières nationales sont estimées à 1,7 milliard de barils. Nonobstant ces performances en termes de production pétrolière, de nombreux défis restent à relever car le Congo a subi les contre-coups de la baisse des cours mondiaux du pétrole. En janvier 2017, le prix a connu une augmentation, ce qui permet au gouvernement de pouvoir engranger des recettes. Mais ces recettes restent en deçà, évidemment, de la période que nous avons connue, la période faste des années 2008, 2009, 2010, jusqu'à 2014, où le prix était à près de $100 le baril. Face à l'instabilité des cours du pétrole brut à l'échelle mondiale, la question de la diversification de l'économie congolaise est aujourd'hui primordiale. Selon de nombreux experts, cela va combler le déficit budgétaire et relancer l'économie du Congo, portée depuis plusieurs années par le secteur des hydrocarbures. Avec comme thème le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée mercredi 3 mai 2017. Au Sénégal, la coordination des associations de presse avait organisé une marche au menu de leurs revendications de meilleures conditions de travail ou encore le vote de la loi sur le code de la presse. C'est un reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. Journalistes et autres professionnels des médias ont battu le macadam ce 3 mai de la place de l'Obélisque au rond-point de la RTS à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle a pour objectif de réclamer aux autorités, entre autres, l'adoption du nouveau code de la presse, la gestion de la maison de la presse, un plan Marshall pour sortir les entreprises de presse de la précarité dans laquelle elles se trouvent. L'élément le plus important aujourd'hui qui est en jeu, c'est la survie même des organes ou entreprises de presse, comme on les appelle dans le nouveau code. Donc, si vous prenez 10 organes de presse, les 8 aujourd'hui n'arrivent pas à payer leurs factures de fin du mois, ni leur salaire, ni les prestations sociales. Ça veut dire que le modèle économique s'est écroulé depuis longtemps et on n'a rien fait. Aujourd'hui, le journaliste sénégalais ne peut pas être libre. Les journalistes estiment qu'ils doivent bénéficier d'une meilleure considération déjà de la part des patrons de presse et ensuite de l'État. L'adoption du code de la presse a été l'une des principales doléances au cours de cette marche. Nous avons entendu le président lui-même dire à l'occasion de la fête du 1er mai qu'il va accéder à la demande, n'est-ce pas, de la presse. Mais ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Il l'a dit au mois de décembre dernier et nous sommes au mois de mai 2017. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et rien n'a été fait. Nous attendons des actes concrets sur le terrain pour la résolution de ces questions-là. Mais non, il ne s'agit pas de dire que le code est voté, on s'arrête là. Non, ce n'est que le début, n'est-ce pas, du combat. La coordination des associations de presse va mener durant tout ce mois de mai une vaste campagne au niveau national et international sur les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse au Sénégal. Pour rappel, c'est en 1993 que les Nations Unies ont décidé de consacrer le 3 mai de chaque année la Journée mondiale de la liberté de la presse. En Afrique du Sud, la deuxième édition du Comic-Con de Cape Town a eu lieu du 29 au 1er mai. Dans le pays, cette convention dédiée au comics est appelée FanCon, focus sur cet événement nouveau sur le continent et qui tend à mettre en lumière les artistes africains avec Fanny Mounichi. Fans de bande dessinée, geeks, cosplayers et artistes, ils étaient tous là. Le Comic-Con sud-africain n'en est qu'à sa seconde édition, mais l'événement est déjà devenu incontournable. Occasion unique pour les illustrateurs du continent de se faire connaître des amateurs, mais aussi du grand public. L'idée est vraiment bonne. Il y a beaucoup de gens qui proposent des choses. Et je pense qu'il est de notre devoir de créer une connexion entre eux. Je pense que ce sont des événements comme ceci qui permettent de créer un marché. En Afrique, avec notre mythologie, les histoires africaines, des belles choses peuvent être racontées. Au Comic-Con du Cap, fini les Superman et Batman, les super-héros sont ici africains. C'est d'ailleurs le credo de plusieurs artistes à l'instar de Loïso Mekizé. Il publie Kwezi, qui signifie star en zoulou, l'histoire d'un jeune homme africain qui apprend seul à maîtriser ses super-pouvoirs. L'un des objectifs de mon travail est de développer une identité africaine bien adaptée au XXIe siècle. Il y a tant d'histoires intéressantes sur nous-mêmes que nous n'avons pas encore racontées.
La création du premier super-héros d'Afrique du Sud me semblait être une idée alléchante. Je n'ai pas pu résister et c'est là que Kwesi est arrivé. Une édition 2017 qui a donc atteint ses objectifs. Un intérêt grandissant pour l'univers de la bande dessinée sur le continent, qui fait dire aux organisateurs que l'événement pourrait bientôt être organisé dans d'autres villes africaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.